Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le luxe feutré et discret de l'hôtel Grand König, situé en plein cœur de Berlin, le temps semblait s'écouler autrement, comme suspendu entre passé et présent. Les vastes couloirs de marbre poli, éclairés par des lustres imposants, résonnaient à peine des pas feutrés des clients triés sur le volet. Ici, la haute société européenne et les élites internationales venaient chercher non seulement le confort, mais une forme d'intimité précieuse, loin des regards indiscrets, loin des jugements. Au sein de ce décor raffiné, dans une petite salle de massage aux lumières tamisées et aux murs recouverts de boiseries sombres, travaillait un homme dont le profil modeste contrastait avec l'opulence environnante. Ivan Petrov avait la trentaine passée, un visage marqué par la simplicité, presque ordinaire, et des yeux où se mêlaient fatigue et résignation. Son toucher, parfois qualifié de « moyen » par ses collègues et même par certains clients, n'avait jamais brillé par l'originalité ni l'exception. Ivan n'était ni le plus doué, ni le plus demandé. Il passait inaperçu parmi les autres masseurs du Grand König, souvent éclipsé par ceux dont la réputation rayonnait jusque dans les journaux de la ville. Les critiques silencieuses de l'hôtel ne lui accordaient qu'une place de simple employé. Ce n'était pas la médiocrité qui le définissait, mais une absence de ce « petit plus » que certains semblaient posséder. Né dans une bourgade reculée de Sibérie, Ivan avait grandi sous le poids d'un passé lourd et silencieux. Orphelin dès son enfance, il n'avait connu ni la douceur d'une famille, ni la sécurité d'un foyer stable. Ce vide l'avait poussé à chercher refuge dans l'apprentissage du massage, un art qu'il avait découvert presque par hasard. Son unique guide fut Klaus Weber, un praticien allemand reconnu, à la fois mentor sévère et figure paternelle de substitution. Klaus avait vu en lui un potentiel brut, mais avait aussi imposé une discipline sans faille, forgée dans la rigueur germanique. Sous la tutelle stricte de Klaus, Ivan avait appris bien plus que des techniques de massage. Il avait appris la patience, la précision, la rigueur, mais jamais il n'avait réussi à percer le mystère qui faisait la différence entre un masseur compétent et un véritable maître. Klaus lui-même possédait ce don unique, ce toucher presque intuitif, capable d'apaiser autant le corps que l'âme. Ivan, malgré tous ses efforts, se sentait toujours dans son ombre, un disciple voué à rester dans la banalité. Ce soir d'octobre, un vent froid balayait les rues pavées de Berlin, tandis que les feuilles mortes tourbillonnaient sous les réverbères jaunis. Le Grand König brillait de ses lumières dorées, refuge pour ceux qui savaient y entrer, et muraille pour ceux qui n'y avaient pas accès. Lorsque la porte du spa s'ouvrit pour laisser entrer une silhouette féminine, tout sembla ralentir. Elle avait l'allure d'une apparition. Anna von Falkenhayn, PDG respectée et redoutée d'un conglomérat industriel allemand, était une des femmes les plus puissantes d'Europe. Sa réputation la précédait, une femme au charisme implacable, dont les décisions radicales et l'intelligence aiguisée avaient façonné un empire industriel et technologique. Mais derrière cette façade d'acier et de succès, Anna portait une part d'ombre que peu avaient jamais entrevue. Les rares qui la côtoyaient parlaient d'elle avec un mélange d'admiration et de crainte, évoquant une solitude profonde et un mystère presque palpable. Personne ne savait ce qu'elle cherchait réellement dans ces moments de répit, et ses visites au spa étaient toujours enveloppées d'un silence presque sacré. Ce soir-là, elle fit une demande inhabituelle, elle voulait que ce soit Ivan qui la masse. Cette requête provoqua un tumulte discret dans les coulisses. Les autres masseurs échangèrent des regards incrédules, certains sceptiques, d'autres, moins honnêtes, jaloux. Pourquoi une femme comme Anna choisirait-elle un masseur dont la réputation était, au mieux, ordinaire? Ivan, lui, resta figé, incapable de comprendre. Était-ce une erreur? Un caprice étrange? Ou quelque chose de plus profond que le simple hasard? Le mystère était entier, et cette nuit allait marquer le point de bascule de leur existence à tous les deux. Après la séance, le silence s'installa, dense, presque sacré. La pièce était à peine éclairée par une lumière chaude filtrée à travers des rideaux épais. Le parfum subtil des huiles essentielles flottait encore dans l'air, mêlé à la respiration calme mais contenue d'Anna von Falkenhayn. Drapée dans une serviette blanche, elle se tenait debout, droite, impassible. Ses cheveux encore humides retombaient mollement sur ses épaules, et ses yeux, deux éclats d'acier tempérés par une souffrance ancienne, fixaient Ivan sans ciller. Il se tenait en retrait, prêt à refermer la porte, pensant que tout était terminé. Mais il sentit que quelque chose, au contraire, ne faisait que commencer. Anna brisa le silence avec une voix calme, sans tremblement, mais tranchante comme un scalpel. « Je te propose une nuit. » Elle laissa un silence. Une nuit entière,
en dehors de ce lieu, pour $1 million. Pas une question, pas un mot. Juste toi. Et moi. Ivan resta pétrifié. L'offre flottait dans l'air, irréelle, absurde. $1 million. Une somme qui n'appartenait pas à son monde. Une nuit. Lui, simple masseur, ordinaire, effacé, invité dans l'intimité d'une femme dont la vie était à des années-lumière de la sienne. Il crut d'abord à une provocation. À un jeu cruel. Mais Anna ne souriait pas. Elle ne jouait pas. Elle était grave, entière, comme si cette proposition relevait de quelque chose de vital. « Pourquoi moi » voulut-il demander. Mais il se retint. Il vit dans son regard que toute question serait vaine. Elle n'exigerait ni explication ni justification. Il sentait qu'au-delà de cette proposition indécente se cachait une douleur, une tension silencieuse, un besoin bien plus ancien que le désir. Il aurait pu refuser. Il aurait pu partir. Mais quelque chose en lui, une intuition brute, un instinct qui venait d'un endroit oublié de son être le poussa à accepter. Sans mots, il acquiesça. Ils quittèrent l'hôtel par une sortie dérobée. Une voiture les attendait, noire, discrète, sans chauffeur. Anna prit le volant, concentrée, silencieuse. Le trajet fut long, traversant les quartiers riches de Berlin puis s'éloignant vers une propriété isolée, à la lisière d'une forêt, là où le bruit de la ville se dissipe et où les souvenirs prennent la forme d'échos. La maison était ancienne, entourée de pins, avec des vitres hautes et une architecture sévère. À l'intérieur, tout était sobre, presque austère. Pas d'ostentation, seulement le silence, et la lumière faible d'un feu de cheminée. Durant cette nuit, ni l'un ni l'autre ne prononça un mot. Pas de geste passionné, pas de luxure, seulement la proximité silencieuse de deux êtres qui portaient chacun une blessure que l'autre ignorait encore. Anna ne voulait pas posséder Ivan. Elle ne voulait pas le séduire, ni se consoler dans sa chair. Elle voulait être là, simplement, à côté de lui, comme si sa présence, sa respiration, son existence même avait pour elle une signification bien plus ancienne, bien plus intime. Ivan, d'abord tendu, se laissa peu à peu envahir par une étrange paix. Comme si, sans le comprendre, il était exactement à l'endroit où il devait être. Comme si sa vie tout entière, aussi morne, aussi invisible soit-elle, l'avait mené à cette nuit. L'aube finit par poindre. Une lumière grise, douce et triste, glissa sur les murs. Anna était déjà réveillée. Elle se leva, nue sous une robe de soie, et s'approcha d'un petit coffret posé sur une étagère. Elle en sortit une enveloppe, ancienne, usée, qu'elle tenait avec la lenteur de ceux qui manipulent des fragments de mémoire. Elle revint vers Ivan, qui s'était redressé, encore incertain, encore fragile. « Regarde, dit-elle simplement. » Elle lui tendit une photographie. Une image sépia, presque effacée. On y voyait un homme jeune, souriant timidement, portant un enfant dans ses bras. L'homme avait les traits d'un passé lointain mais familier. Le bébé, dans ses bras, le regardait avec une confiance absolue. Ivan reconnut el homme. Klaus. Son mentor. Le seul père qu'il ait jamais connu. Il sentit d'abord une crispation dans la gorge, puis une brûlure monter derrière ses yeux. Il leva un regard tremblant vers Anna, mais elle parlait déjà. C'est Klaus Weber. Mon père. Et toi, tu es son fils. Les mots tombèrent lentement, comme un couperet silencieux. Ivan sentit le sol se dérober sous lui. Ses jambes faiblirent. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit dans l'ombre de Klaus, se fissurait brutalement. « Je l'ai aimé, » dit Anna, le regard perdu dans un lointain qu'elle seule voyait. « Et il m'a abandonnée. Sans un mot. Il m'a prise, puis m'a laissée. Mais je suis tombée enceinte. Mon père, un homme d'honneur mais d'une rigueur inflexible, m'a éloignée. J'ai tout perdu. Klaus a disparu. J'ai mis des années à retrouver une trace. Et ce soir, elle marqua une pause, je savais. Je l'ai senti dans tes gestes. Dans ton silence. Tu es le fils qu'il a élevé, sans jamais me le dire. » Ivan ne savait que dire. Son cœur battait trop fort. Il ne ressentait ni joie, ni colère, mais un vertige existentiel. Il comprenait enfin pourquoi Anna l'avait choisi. Pourquoi elle ne voulait ni question ni explication. Elle ne cherchait pas un homme. Elle cherchait un fragment d'elle-même. Une réponse à sa propre blessure. Et peut-être, un pardon silencieux.
Ce million n'était pas un paiement. Ce n'était pas la récompense d'un service, ni l'achat d'un silence ou d'un corps. Ce million, Anna le plaça avec une lenteur presque cérémonielle, comme on dépose une clé ancienne sur le seuil d'un caveau scellé. C'était une invitation à ouvrir une porte verrouillée depuis des décennies. Une porte donnant accès non pas à un simple héritage financier, mais à une histoire souterraine, tissée de blessures familiales, d'amour impossible, de trahison étatique et de silence trop lourd à porter. Anna ne cherchait pas à combler un vide par caprice. Elle cherchait à réparer une faute. Ou du moins, à offrir à Ivan la chance de comprendre que son existence, loin d'être le fruit du hasard ou d'une vie modeste choisie par défaut, s'inscrivait dans une toile bien plus vaste, bien plus ancienne. Ils passèrent de longues heures, après cette nuit, à marcher dans les allées du domaine familial. Anna parlait peu, mais chaque mot pesait comme une pierre dans un édifice qu'elle reconstruisait lentement. « Je ne t'ai pas trouvé par hasard », murmura-t-elle un matin, les yeux perdus dans la brume d'un jardin d'hiver. « J'ai fait chercher, pendant des années. Et j'ai prié pour que tu n'aies pas trop souffert de notre abandon. Tu es né dans une tempête que personne n'a voulu calmer. » Klaus voulait te protéger. Il pensait qu'en t'éloignant, tu aurais une chance d'être libre. Il avait tort. Anna lui raconta les ramifications complexes de leur histoire. Comment Klaus Weber, brillant chercheur devenu conseiller secret pour le gouvernement, avait été contraint de disparaître après avoir refusé de participer à un programme de surveillance clandestin. Comment, dans les coulisses d'un État prêt à tout pour protéger ses intérêts, leur amour avait été vu comme une menace. Et comment, après sa disparition, Anna avait été surveillée, puis réduite au silence. L'enfant qu'elle attendait avait été déclaré mort-né. Une erreur, ou un mensonge, elle ne l'avait jamais su. Et elle n'avait jamais cessé de chercher. Ce million, elle le savait, ne réparait pas le vide de ses années volées. Mais il représentait le premier acte d'une réparation. Une reconnaissance. Une forme de justice, enfin rendue. Elle lui proposa une place dans l'empire familial, pas comme un geste charitable ou stratégique, mais comme un devoir. Comme une façon de rendre au fils ce que l'histoire lui avait refusé. Son nom, sa place, sa légitimité. Ivan resta d'abord silencieux. Il avait toujours vécu dans les marges, dans l'ombre des puissants. Être simple, discret, lui convenait. Mais au fond, une part de lui avait toujours ressenti ce décalage, cette étrangeté dans le regard des autres, cette intuition qu'il appartenait à un récit qu'on lui avait caché. Il comprit alors que sa supposée médiocrité n'était pas le fruit d'un manque, mais d'un exil. Il n'avait pas été faible, on l'avait tenu à l'écart. Ce que beaucoup voyaient comme un simple masseur aux gestes précis et au silence apaisant était, en vérité, un héritier. Un homme né au cœur d'un récit enfoui, dépositaire d'un savoir, d'un nom, d'un poids, mais aussi d'un pouvoir. Quelques mois plus tard, Ivan n'était plus tout à fait le même homme. Il avait quitté le spa, non sans gratitude, et s'était installé dans une aile de la maison familiale. Anna l'avait introduit au rouage complexe de l'entreprise, où les jeux de pouvoir étaient subtils, les alliances mouvantes, les regards souvent soupçonneux. Mais il avait cette force tranquille que rien n'ébranlait. Ce regard posé qui faisait taire une pièce. Il n'élevait pas la voix, ne cherchait pas l'approbation, il imposait une présence. Et rapidement, il devint un mystère dans les couloirs du pouvoir. Ce nouvel homme, venu de nulle part, dont le nom circulait à voix basse, mais dont l'influence ne cessait de croître. Ses mains, jadis admirées pour leur habileté, s'étaient retirées du contact physique, mais elles guidaient désormais des décisions stratégiques, des orientations discrètes qui transformaient l'entreprise en profondeur. Et Anna, toujours digne et solitaire, semblait avoir retrouvé un apaisement inédit. À ses côtés, elle n'était plus la femme de glace qu'on redoutait, mais une figure presque maternelle, dont la douleur ancienne s'était enfin trouvé un sens. Cette nuit à 1 million ne fut donc pas une transaction. Elle fut une charnière. Un point de bascule entre deux vies, deux vérités. Ce fut le début d'une renaissance lente, grave, mais pleine d'espoir. Là où la puissance et la tendresse cessèrent de s'opposer. Là où les secrets, une fois révélés, ne firent plus peur. Et là où, pour la première fois, Anna et Ivan regardèrent l'avenir non comme une extension du passé, mais comme un territoire à construire ensemble. Non plus dans le silence, mais dans la vérité.